Nous sommes à Tokyo, par les années 90. La ville est en effervescence entre les buildings, les néons, la foule et la musique. Mais ce que les Japonais aiment plus que tout, c'est la bagnole. Que ce soit du stance, du drift, de la course d'autoroute, il y en a pour tout le monde. Et parmi eux, de minuscules garages se sont spécialisés dans la hausse de performance, à tel point qu'ils vont acquérir une réputation réellement exceptionnelle. C'est comme ça que des noms comme Mainz, HKS, Tomikera, Blitz ou encore Top Secret, dirigé par Smokey Nagata, arrivent à devenir des incontournables. Si vous voulez rouler, achetez une Toyota ou une Mazda. Par contre, si vous voulez rouler vite, il faudra passer par chez nous. Et une marque va en avoir marre. Et cette marque, c'est Nissan. Ils ne vont pas sortir une simple préparation de leur GTR, mais bel et bien une supercar. L'histoire commence en mai 99. Nissan vient de sortir sa toute nouvelle génération de Skyline, la R34. Le patron de Nissan décide de mettre sur ce projet une poignée d'ingénieurs de chez Nismo. Les meilleurs des meilleurs, exit les prépas R1 et passons directement au projet Z. Ils ont carte blanche, un budget presque illimité. Devant eux, un châssis nu de GTR V-Spec sorti des lignes d'assemblage, prêt à recevoir son tout nouveau cœur. Car en effet, qui de mieux que Nissan pour connaître toutes les faiblesses de leur propre moteur. Surtout que cela fait déjà 10 ans que le RB26 court en compétition, notamment en JTCC et en ATCC avec la célèbre R32, qui ruinera la compétition jusqu'à en obtenir le surnom de Godzilla. La R33, elle, prendra suite en GT500 face au McLaren F1, F40, Porsche et autres Toyota Supra. Tout d'abord, le moteur doit sortir plus de puissance. Beaucoup plus de puissance tout en gardant une fiabilité exemplaire. Nous allons donc nous attaquer à un premier mythe de la Z-Tune, RB26 d'origine simplement plus puissant, ou RB26 d'origine hautement préparé puis stroqué en 2,8 litres. Eh bien, aucun des deux, puisque Nissan va sortir ce qu'elle a de plus rare et cher, le triple R. Le triple R, c'est ni plus ni moins que le nom du bloc du GT500. Un bloc fait pour la course et les performances extrêmes. Il n'est pas fait avec le même alliage, il est légèrement renforcé, en plus d'être 5 kg plus léger, mais surtout, il est déjà en 2,8 litres car c'est la cylindrée exacte des R34 que Nissan engage en JGTC. Et c'est sur cette base que le moteur de la Z va être créé. La quasi-totalité des pièces qui voulaient être greffées, dont le bloc moteur, ne sont pas des pièces dérivées de la compétition. Ce sont des pièces de compétition, dont le vilebrequin, les bielles, les pistons, tout le haut moteur vient directement du GT500 et sont retravaillés pour ce prototype de moteur unique. Le système de refroidissement vient quant à lui des prototypes des 24 heures du Mans, qui a fait ses preuves depuis 1995. Pour gaver le moteur en air, les collecteurs d'admission ainsi que la boîte à air viennent eux aussi directement du GT. Et pour finir, deux turbos japonais IHI sur roulement, technologie jusqu'alors réservée à la compétition. En faisant le choix du biturbo, il favorise une puissance peut-être plus faible, mais qui arrive dès les bas régimes, contrairement aux autres qui doivent attendre 6000 tours. La voiture sera alors moins violente, plus facile à conduire, mais surtout, le système ATESA n'en sera que plus efficace. Le moteur est enfin terminé, et le RB26 DETT Z-Spec devient officiellement RB26 Z1. Pour ceux qui ne le savent pas, les GTR n'ont jamais été de simples 4 roues motrices. C'est elles qui ont vaincu la force centrifuge. Malgré leur poids plus élevé que la moyenne, elles paraissent comme flotter sur le bitume. Ni sous virage, ni sur virage. La trajectoire parfaite. Et ça, c'est le résultat de la transmission couplée au système ATESA. Il calcule la vitesse de rotation des roues grâce au capteur ABS. Si les roues arrière se mettent à tourner un tout petit peu plus vite que les roues avant, alors la voiture survire. Et c'est là que la magie opère, car là où toutes les propulsions partiraient en forte glisse ou en tête à queue, la GTR va envoyer une partie de la puissance au train avant pour contrôler la dérive tout en continuant de passer 100% de la puissance au sol. Ainsi, la voiture s'adapte, elle est toujours stable, guidée parfaitement par ordinateur, les 4 roues directrices n'ont plus qu'à faire enrouler le virage pour terminer le travail. Mais ce n'est pas terminé, car une fois en ligne droite, la voiture passe en propulsion pour limiter la perte de transmission de puissance au train avant. C'est l'arme ultime qui a tant fait gagner la R32 au groupe A, celle qui lui a valu son surnom et toutes ses victoires. Naturellement, ici, il subit une refonte complète et est désormais capable de calculer plus de 1000 fois par seconde pour s'adapter à la nouvelle puissance.
La Z est désormais bien loin des 280 chevaux d'origine, et il lui faut un châssis capable de tenir le rythme. Et pour cela, Nismo va utiliser tout son savoir-faire et va ajouter des renforts en composite en abondance pour rigidifier le châssis. Des renforts en carbone de haute qualité vont être posés sur les tourelles de suspension et sur les passages de roues avant et arrière. Nismo étant expert dans le domaine, ils sont 2 fois plus légers que s'ils étaient en métal, faisant perdre 20 kg tout en étant près de 3 fois plus rigides. Un dernier viendra se poser sur le tunnel de transmission pour diminuer la torsion, puis viendra s'y fixer une toute nouvelle boîte 6 rapports Getrag commandée spécialement par Nissan. Un énième renfort faisant office de barre anti-rapprochement arrière est apposé dans le coffre et pour finir, une barre anti-rapprochement avant en titane estampillée Z-Tune. Brembo apporte un freinage sur mesure commandé spécialement pour cette voiture. De nouveaux étriers et des disques de 365 et 355 mm lui permettent de piler à plus de 2 G. Satch quant à lui s'occupe des suspensions, chacune d'entre elles coûte d'ailleurs 14 000 $. Côté train avant et arrière, tout est au minimum surdimensionné, voire changé pour des pièces du GT500. C'est aussi le cas des jantes ultra légères forgées LMGT4 fournies par Raze. L'aéro est quant à lui totalement revu. Le capot est le même que celui utilisé en compétition. Il extrait mieux l'air chaud du moteur et du radiateur et dispose même d'un passage pour guider l'air frais directement dans l'admission. Les voies élargies entraînent des ailes plus larges à l'arrière comme à l'avant, auquel y est ajoutée une sortie d'air. Le pare-choc avant est quant à lui totalement redessiné. Des ouvertures sont ajoutées pour alimenter les radiateurs d'huile qui se trouvent juste derrière, mais aussi pour y installer des boas pour venir directement refroidir les disques de frein en cas d'utilisation intensive. Une grosse évolution se passe aussi sous l'avant de la voiture car elle dispose désormais d'un fond plat qui permet de doubler l'appui aérodynamique. Les pare-chocs arrière et les bas de caisse sont eux légèrement modifiés seulement. Mais ce n'est pas terminé car afin de perdre du poids et de mieux équilibrer la voiture, tout l'avant ainsi que l'aileron sont intégralement en carbone. Cela permet d'alléger la voiture de près de 50 kg et de reculer son centre des masses. D'ailleurs, dans le même but, les radiateurs des différentiels sont placés eux aussi à l'arrière. Ne manque plus que la ligne d'échappement qui sera faite entièrement à la main, en titane, des collecteurs jusqu'au silencieux. Et après 10 mois de travail seulement, en fin 2000, la Z-Tune est terminée. Le nouveau moteur Z1 sort la puissance d'un RB26 d'origine à 2800 tours seulement, mais son rupteur est perché lui à 8000 tours, sortant la bagatelle de 600 chevaux, qui est une puissance de compétition. Et Nissan compte bien montrer au monde quel monstre ils ont créé. Car le 26 novembre 2000, au Fuji Speedway, se déroule le Nismo Festival, auquel il est organisé une Tuners Battle. Alors que le public venu en masse se prépare à assister à une course entre les préparateurs habituels pour savoir qui est le meilleur, il voit sortir des stands tout doucement un prototype usine inscrit en catégorie 600 chevaux. Et pour l'anecdote, pour la première sortie officielle de la voiture, Nissan choisit un ancien pilote de F1. Un pilote qui conduit pour eux à l'époque en GT500. Et cet homme, c'est un Français, Monsieur Eric Comas. Malheureusement, Eric a été très connu lorsqu'il a subi un accident de Formule 1 extrêmement violent. Il va taper un mur et perdre connaissance instantanément. Sa voiture va glisser tout doucement au milieu du circuit, son pied bloqué sur l'accélérateur. Et l'homme qui traverse la piste pour le sauver, risquant sa vie au milieu du trafic, c'est Ayrton Senna. Et 8 ans plus tard, il va bâtir dès la première course la légende de la Z-Tune. La Z lamine la concurrence, seule la R34 de chez MCR oppose une résistance mais finit par s'incliner devant la puissance du Z1. Et après des années, Nissan célèbre enfin sa revanche, mais le projet va prendre une direction inattendue. Nous sommes maintenant en 2002 et à l'autre bout du monde, un film va rendre les R34 plus célèbres que jamais. Pendant ce temps-là, la Z part se faire tester sur le circuit le plus dangereux et difficile, le Nürburgring. Elle va y rouler pendant des heures et des heures et des heures afin d'y être améliorée et elle passe aussi dans une émission très célèbre au Japon, Best Motoring. À l'époque, impossible d'aimer les voitures sans regarder ces pilotes qui se battent à chaque virage et c'est donc naturellement que Nissan accepte de prêter sa Z à la légende Keiichi Tsuchiya pour tourner une émission. Tsuchiya, c'est le mec qui a popularisé le drift. Un pilote pro qui pilotait une 32 chez Taisan en Groupe A, et il sera aussi le pilote qui tournera les cascades dans Tokyo Drift. Il aura même le droit à son caméo. Et c'est donc plutôt serein que Nissan donne les clés d'une voiture qui regroupe tout le savoir-faire le plus cher qui soit, dont il n'existe qu'un seul exemplaire au monde. Les quelques spectateurs présents sur le circuit voient alors une voiture poussée à son maximum sur le circuit de Tsukuba avec un chrono se rapprochant dangereusement de la minute, mais surtout, ils voient que le développement de la Z ne s'est pas stoppé. Elle va rouler en dehors du Japon, elle apparaît dans des magazines, des émissions télé, et la hype du public monte encore un petit peu plus quand ils font une découverte. C'est en examinant les photos que les doutes s'estompent.
Nissan a bel et bien créé dans le plus grand des secrets une seconde voiture. L'arceau de sécurité et l'attache sur le pare-choc avant ont disparu, mais celle-ci se voit dotée cette fois-ci d'une radio, d'une clim et d'un peu plus de confort. Car grâce à l'engouement qu'a suscité la voiture, Nissan commence à envisager d'en produire de série pour la route. Car dans moins de 2 ans, Nismo va fêter ses 20 ans d'existence. Et c'est donc naturellement que le développement des prototypes change petit à petit de voie. Le moteur Z1 a fait ses preuves, il a été longuement éprouvé et modifié, mais il est désormais temps de faire place à son évolution directe, le Z2. Et il semblerait qu'à ce moment-là, Nissan ait eu une idée de génie, puisqu'ils auraient transplanté une partie de la nouvelle mécanique de la Z directement dans la GT-R 34 engagée en compétition d'endurance. C'est ainsi que le 12 juin 2004... Hello, welcome to the Nürburgring. This is the 32nd running of the ADAC 24 Hours of the Nürburgring, very much a traditional date and a huge entry of cars. Le Nürburgring, c'est le circuit le plus long, avec quasiment 25 km, le plus technique, le plus difficile et le plus éprouvant pour les voitures. Et c'est comme ça que sur la ligne de départ, entre toutes les Porsche, BMW M3 GTR et autres Dodge Viper, se glisse une seule GTR engagée dans l'écurie Falken. Le départ est lancé et alors qu'elle part 12e, une énorme pluie tombe dans les premiers tours de course. Les BMW sont en difficulté avec leur train arrière, mais comme bon nombre, Opel, Audi, Porsche, toutes partent à la faute à cause de la piste qui change constamment d'adhérence. La Viper a quelques problèmes tandis que notre voiture, elle, continue sa course tranquillement. Le rythme n'est pas très élevé, mais la course dure 24 heures et c'est surtout la piste qui est parfois presque sèche, mais quelques virages plus loin, elle est trempée. La 996 Turbo, elle, est déjà loin devant, mais une fois la nuit tombée, notre voiture va se mettre à remonter les 2 Jaguars partis 9 et 11e. Ces dernières sont bien en difficulté malgré leur gros V8 car ce sont de simples propulsions et alors que tout le monde lève le pied, la Nissan, elle, aidée par sa transmission intégrale et son système ATESA, accélère. Et lorsque le soleil se lève le lendemain matin, la GTR se pointe en 5e position au général devant même des voitures qui sont dans la catégorie supérieure et elle tiendra cette place jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est carton plein. Surtout que la même année, le Gentleman Agreement qui limitait la puissance des véhicules japonais à 280 chevaux prend fin. Tous les feux sont au vert pour la nouvelle GTR. À peine rentré d'Allemagne, le moteur retourne enfin dans les ateliers de Nismo Mori qui l'ont vu naître et développer durant toutes ces années, mais cette fois-ci pour y être homologué. Le moteur doit passer les normes de décibels et de pollution pour pouvoir rouler avec toutes les autres voitures sur la route. La pression des turbos est donc baissée à 1,5 bar, les derniers ajustements sont faits et le moteur développe désormais plus que 500 chevaux et 550 Nm de couple. Il adopte d'ailleurs son nom définitif, RB28 Z2. Un intérieur unique lui est dédié, un compteur montant à 320 km/h et l'autre à 11 000 tours minute. Mais dernier rebondissement, en 2004, la production des GT-R 34 s'est stoppée depuis 2 ans déjà. Impossible de relancer les chaînes de fabrication. Nissan en personne va donc approcher 17 clients, tous japonais triés sur le volet, qui possèdent une GT-R 34 V-Spec pour les transformer en Z-Tune. Les 2 prototypes sont aussi mis à jour et deviennent identiques aux 17 autres, ce qui totalisera une production de 19 exemplaires pour les 20 ans de Nismo. Elles recevront toutes une peinture exclusive au modèle, le Z-Tune Silver. Toutes, sauf une. Car parmi les 17 véhicules rachetés par Nissan, un client aurait exprimé le souhait de ne pas faire repeindre sa voiture. Il explique avoir énormément travaillé pour acquérir cette nouvelle teinte en option et souhaite la conserver après la transformation. Et après des mois et des mois de négociations, Nissan accepte. Et cette fameuse peinture, c'est bien entendu le Midnight Purple 3. Il y a donc qu'un seul et unique exemplaire sorti d'origine des usines Nismo avec cette peinture, et c'est le châssis numéro 10. La voiture est enfin terminée, et en 2005, les premiers modèles peuvent enfin fouler le bitume de Tokyo. Les Japonais découvrent enfin cette GTR bodybuildée, celle qu'ils avaient vue durant toutes ces années, à la télé, dans les journaux. Et finalement dotée à 80% de nouveaux composants, la Z est plus proche d'une autre voiture que d'une GTR 34.
Mais ce qui fait sa réelle différence, c'est que ce n'est pas une voiture de route qui a été sportifiée, mais une voiture de course qui a été homologuée. Chacune étant fabriquée entièrement à la main, et ce par les meilleurs ingénieurs de Nismo, sa production se stoppera en 2008. Tout le savoir-faire d'une marque regroupé en une voiture pour un prix de 130 000 $. Elle abat le 0 à 100 en 3 secondes 9, soit 6 dixièmes de mieux que la Ferrari de l'époque, et fait le 400 mètres en 10 secondes, coiffant au poteau la Lamborghini Murcielago et même sa version SV. Best Motoring la confrontera d'ailleurs en 2005 à une Ferrari 360 Challenge, voiture qui n'est pas homologuée sur route, qui est destinée à un usage circuit uniquement. Et malgré ses 500 kg de moins et une boîte automatique, la Ferrari va se traîner plus d'1 seconde derrière la Z, qui va faire tomber le chrono de Tsukuba à 1 minute 01. Chrono qui ne sera d'ailleurs pas battu par la R35, sa remplaçante, ni même par sa version Nismo qui apparaîtra pourtant en 2014, puisqu'il faudra attendre des grosses améliorations et sa version 2018 pour que enfin une GTR d'origine passe sous le chrono de la Z. Alors certes, avec le temps, des préparateurs comme Mainz ou HKS finissent par rouler plus vite. Mais là où la Z bluffe tous les essayeurs, c'est sa facilité de conduite avec un tel niveau de performance. Là où les autres sont des voitures de track days faites uniquement pour abattre du chrono, et ce sans la moindre concession, avec des baquets vissés dans le châssis sans garantir que le moteur sera encore entier à la fin de la journée, la Z, elle, est sortie comme ça d'usine. Elle démarre à chaque tour de clé pour aller en centre-ville chercher vos onigiri avec tout le confort, sachant que si l'envie vous en dit, vous pouvez prendre la première bretelle pour aller doubler des supercars sur le circuit le plus proche. Rarement une caisse de route m'aura fait une telle impression. C'est du scotch en tube cette Skyline. La transmission 4 roues motrices, les 3 différentiels pilotés et les pneus ultra soft la collent littéralement à l'asphalte. Le freinage comme les accélérations sont incroyables. J'ai l'impression d'être accroché dans un élastique géant. À tel point que la ceinture de sécurité avoue vite ses limites malgré les excellents baquets Nismo. Il faudrait carrément investir dans des harnais 4 points Takata pour faire réellement corps avec la machine. On arrive sur la fin de la vidéo, et vous l'aurez compris, avec si peu d'exemplaires, ce n'est presque plus une question de prix, mais de si oui ou non un propriétaire est prêt à la vendre. Certains d'entre vous auront peut-être deviné, il y avait vraiment 20 Z qui étaient prévus pour les 20 ans de Nismo. Malheureusement, la dernière ne sera jamais vendue à temps. La production se sera donc stoppée bel et bien à 19 voitures, néanmoins certaines pièces ont été produites pour 20. Et si vous comptez vous en acheter une, il faudra débourser au moins 2 millions d'euros. Et pour la numéro 10, seule et unique sortie en Midnight Purple, vous pouvez sans aucun doute au moins doubler ce montant vu la légende qu'est cette voiture au Japon. Aujourd'hui, les Z se sont un peu éparpillées, la numéro 1 et la 15 se trouvent en Australie dans des collections privées, tout comme la numéro 17 qui se trouve en Allemagne, et la numéro 10, seule et unique en Midnight Purple 3, a quant à elle complètement disparu depuis au moins une dizaine d'années. Et alors, comment je vous ai montré une Z-Tune peinte en Midnight, me direz-vous ? C'est tout simplement la numéro 15, qui s'est faite repeinte chez Nismo Omori en 2018, mais ce n'est pas d'origine. Et si par curiosité vous voulez en voir une, Nismo détient la 00, qu'elle expose régulièrement dans leur musée, à Omori, symbole de leur excellence. J'en profite pour remercier Mike GTR Hunter, qui est sûrement une des personnes les plus calées au monde sur les Z-Tunes aujourd'hui. Il connaît tout, possède des photos qui ont disparu d'internet. Anthony de chez GT Import, qui m'a scanné des pages de la brochure officielle de la Z-Tune, sortie en concession à l'époque. GTR TK RZ, puisque l'importateur qui a amené sa GTR Tomicara en Australie est aussi celui qui a importé les 2 Z-Tunes qui s'y trouvent. Il m'a donné pas de mal d'infos et surtout des bons contacts. Dashi RS m'a lui aussi un peu aidé, ainsi que Jeeps Visual qui m'a gentiment envoyé ses plus belles photos de la Z-Tune qu'il a pris pendant ses vacances au Japon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à moi. Elle n'est même pas rémunérée, donc savourez le fait que quelques vidéos sortent sans pub encore à l'heure actuelle. J'ai fait ça sans aucun but, juste pour la passion, et pour pas que cette voiture tombe dans l'oubli, et pour qu'elle reste pour toujours une légende.